Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là, vous parlez avec lui. Moi je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe devant Kersus Milik de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade Brestois. Brestoise, c'est la reprise. Bienvenue pour ce 89e épisode de Brest On Air, le premier de la saison 5 et l'équipe ne change pas. Je suis toujours là, Fanch est toujours là, Yann est toujours là, messieurs, bonjour et bonne reprise de la saison, bonnes vacances aussi pour vous deux. Fanch, évidemment, en vacances, sous ce beau soleil brestois, bien sûr, depuis début juillet. Tout à fait, bonjour à tous, on ne change pas une équipe qui se maintient, 5e saison de Brest On Air, 5e saison en Ligue 1, donc voilà, parfait tout ça. Et pour les vacances, oui, le soleil un peu moins. Une bonne excuse pour rester regarder le Tour de France à l'intérieur. Est-ce qu'il y a besoin d'excuses pour regarder le Tour de France? Pour quand tu es en société peut-être. Ici oui. Autour de la table bien sûr, aucune, mais des fois les gens te regardent bizarrement quand tu dis que tu regardes le Tour de France. Enfin bref. Yann, comment vas-tu? Bien, et je précise que moi je vous regarde bizarrement quand vous me dites que vous regardez le Tour de France. Voilà. Surtout que l'actualité est tout autre, je veux dire. Ok, l'équipe se maintient, ok, on reste là, mais surtout on récupère un cador, cette fois dans l'équipe brestoise, quoi. Putain, Martin Satriano, voilà, c'est tout. Eh oui, ça fait plaisir, et donc on va en discuter évidemment. Ça prendra une grande partie de ce podcast de reprise, on va dire, où on va parler actualité, bien sûr, mercato, naturellement, parler des deux premières recrues et demie, on va dire, la prolongation de Lala. Bon, ça fait pas une recrue officielle, mais c'était une bonne nouvelle à apprendre. On est parti pour. On peut même faire 3 en comptant celle de Grégoire Couder. Effectivement, peut-être l'avenir au poste de gardien de but après l'ère Bizotte, on va dire. Mais on va parler de tout ça rapidement. Commençons évidemment par les meilleures nouvelles. Le retour de Martin Satriano. Vous l'avez presque appris en exclusivité sur le compte Twitter de Brest On Air. L'Uruguayen est de retour pour un prêt de 1 an sans option d'achat. C'est comme s'il ne nous avait jamais quitté, notre ami uruguayen. Il va reprendre sa place tranquillement sur le front de l'attaque. Peut-être l'opportunité de démarrer un peu à 2 attaquants cette saison, avec Steve Mounier qui devrait également rester, même si il est convoité par notamment un club de première ligue. Mais voilà, une bonne nouvelle que tout le monde. C'est ce que je pensais, mais vraiment rarement vu un joueur qui a autant fait l'unanimité sur 6 mois de prêt. On sait que les prêts sur 6 mois, notamment à Brest, ça marche pas régulièrement, surtout avec nos amis sud-américains. Jean Lucas qui vient d'être transféré au championnat brésilien d'ailleurs. Belle carrière pour notre ami Jeannot. Mais lui, Satriano, tout le monde est content de le voir venir. C'est vraiment l'unanimité autour du club et autour de ses coéquipiers, également du staff et de la direction visiblement également. Ouais, tout à fait. Alors avant que Yann me donne son avis, peut-être juste faire un point rapide sur la saison dernière, parce que tu as dit, Quentin, à juste titre, que la très très grande majorité des gens, et on donnera notre avis après, mais étaient satisfaits du retour de Martin Satriano. Il y a quand même eu 2 choses qui sont revenues des gens un petit peu moins satisfaits. C'était d'une part le fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat avec le prêt, et deuxièmement sur le fait qu'il a eu une saison très compliquée à Empoli l'année dernière, et d'autres qui disaient ouais, mais quand il était à Brest, il a marqué que 4 buts l'année dernière, donc c'était pas génial non plus. Est-ce que c'est vraiment
vraiment un super bon joueur? Est-ce que c'est un crack, etc. Alors évidemment, on ne dit pas que c'est Ronaldo des grandes années du Real ou de l'Inter, hein, bien entendu. Je parle de Ronaldo le Brésilien. Mais l'année dernière, pour vous rafraîchir la mémoire, donc Martin Satriano a été prêté à Empoli. Il a disputé 31 matchs, marqué 2 buts de la tête d'ailleurs, hein, contre Salernitana et Monza, une passe décisive. Il a joué 1700 minutes environ, et donc en moyenne, ça fait 55 minutes de jeu par match. Donc c'est assez moyen. Et sur les 10 derniers matchs, il n'a joué que 90 minutes. Donc des petits bouts découpés, c'était 3 minutes contre Milan, 10 minutes contre Lecce, 27 contre l'Inter, etc. Et voilà. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Juste très rapidement, c'est déjà une équipe qui a terminé 14e du championnat italien, Empoli, qui proposait un jeu extrêmement défensif, avec 37 buts marqués simplement en 38 matchs. Donc c'est même pas du Michel Derzakarian là. Hein. Et c'est un joueur en plus qui n'a pas eu le choix du tout d'aller à Empoli, contrairement à Brest où visiblement c'est le joueur qui a refusé d'aller à Zagreb pour venir à Brest. Là, il n'a pas eu le choix d'aller. Je pense que ça a aussi participé de son choix pour venir à Brest cette année. Il a dû se dire cette fois-ci, je donne mon avis. L'année dernière, il avait dû partir parce que l'Inter, en fait, c'était un deal global où l'Inter recrutait un joueur, Christian Aslani, et donc dans l'échange, il y avait Martin Satriano qui devait aller à Empoli. Et voilà. Et juste pour finir, il a connu les joies de la sélection avec l'équipe donc uruguayenne juste avant la Coupe du Monde, le 22 septembre 2022. Il avait joué 30 minutes contre le Canada. Il avait été présélectionné pour la Coupe du Monde au Qatar et finalement il était absent de la liste finale. Donc je pense que là il vient à Brest pour la relance et moi je suis très 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 heureux de le voir revenir avec donc je pense qu'il a beaucoup de qualité et il a aussi un état d'esprit qui va nous faire beaucoup de bien. Oui, moi je vais compléter rapidement parce que j'ai eu la chance d'échanger avec un ami italien en déplacement international, supporter de l'Inter, et qui m'expliquait qu'en fait pour Satriano c'était encore plus tordu dans le sens où c'est l'Inter qui a imposé le prêt de Satriano à Empoli. Empoli n'avait pas forcément envie du joueur. Alors finalement ils en ont besoin, mais nécessairement ça ne le mettait pas forcément dans d'excellentes conditions. Lui ne voulait pas venir, le club qui le recevait n'en voulait pas spécialement. On peut comprendre que ça ait pu être difficile. En plus, tu l'as dit, équipe très défensive. Donc voilà, j'ai pas regardé Empoli cette saison, je vais pas mentir. J'ai essayé au début parce qu'il y avait la hype, mais rapidement on a compris que voilà, Satriano n'irait pas à la Coupe du Monde, alors que s'il était resté à Brest, enfin ouais, on va pas refaire l'histoire. Et je voulais juste répondre à une critique que j'ai vue plusieurs fois, qui était que oui, Satriano en 6 mois, c'est que 4 buts à Brest. Ouais, c'est que 4 buts, mais à un moment les gars, faut regarder les matchs. Hein. Enfin, je veux dire, je veux pas être offensif, mais quiconque a vu même la moitié des matchs de Satriano à Brest comprend que c'est un des meilleurs attaquants qu'on ait eu, que ce soit dans l'implication, que ce soit dans le sens du jeu, que ce soit dans le placement, même dans la finition. Là, cette année, il va arriver. En tout cas, moi, j'ai des attentes autour de lui. Là où quand on l'avait reçu, vous pouvez écouter le Parle-moi de Martin Satriano d'il y a déjà 2 ans. Voilà, c'était un peu le coup de poker. Cette année, pour moi, ça doit être le leader de l'attaque. C'est aussi quelqu'un qui avait fait beaucoup de bien à Steve Mounier, il l'avait dit lui-même en apportant de la concurrence. Donc je pense que les deux ensemble peuvent très bien marcher. Et puis si ça relance Steve Mounier, je prends. Voilà, très très heureux aussi. Et le maillot numéro 7, Floqué Satriano, il est déjà précommandé. Hein. Enfin, il n'y a pas de maillot, mais sinon vous avez l'idée. Et au final, quand on y pense, 4 buts sur une demi-saison, ça fait déjà 8 buts sur une saison, et c'est aussi sur une demi-saison où tu arrives dans un nouveau championnat, tu ne parles pas la langue, tu ne connais pas tes coéquipiers, tu n'as pas de période d'adaptation puisque tu es directement mis dans le bain. Là, il va avoir la préparation avec l'équipe. On peut légitimement penser qu'une dizaine de buts n'est pas hors de propos pour cette saison. Oui, c'est ça. C'est un peu ce dont on s'attend. Et avoir un attaquant à une dizaine de buts, éventuellement 2 si Jérémy Le Doiron continue sa belle progression, même s'il venait à stagner au niveau du nombre de buts, ça ferait quand même 2. Voilà, pour moi, deux attaquants à 10 buts, c'est presque une garantie de se maintenir en Ligue 1. Oui, et je rajoute un point qui est souvent oublié dans les statistiques de buteurs, c'est que Satriano tire pas les pénaltys. S'il les tirait sur sa demi-saison où il n'a pas tout le temps joué, je pense qu'il arrive à 6, peut-être 7 buts sans trop de soucis. Donc non, et puis au-delà de ça, c'est le contenu, quoi. Vous pouvez regarder les 4 buts qu'il a marqués, c'est pas des buts où il a de la chance, c'est vraiment des buts où il domine son défenseur. Je pense notamment à un de ses buts face à 3, où il y a un sens du but. Là, vous pouvez regarder le but face à 1. C'est très simple, hein, on les a tous re-regardés de nouveau, il y en a que 4, donc ça va vite, mais on voit les qualités, c'est pas des coups de chatte, quoi. Sauf éventuellement le premier contre 3 parce qu'il y a du vent. Voilà.
Et je trouve qu'il dégage aussi quelque chose en plus. Alors, j'ai parlé de la grinta un petit peu uruguayenne, c'est pas forcément cliché. Chez lui, ça se voit vraiment quand il est sur le terrain. D'ailleurs, il prend beaucoup de cartons jaunes et je pense que c'est quelque chose qui devrait un petit peu corriger et gommer de son jeu. Mais il faut pas non plus perdre de vue qu'on n'a pas beaucoup, pas beaucoup d'argent. C'est presque, on n'a pas d'argent tout simplement. On n'a pas d'argent pour recruter à Brest. On a très peu d'argent. Et le fait de pouvoir se récupérer Martin Satriano comme ça, un joueur qui, je vous rappelle, après sa saison et son prêt à Brest, j'ai fait un petit peu de recherche ce matin pour voir un petit peu comment est-ce qu'il avait atterri à Empoli, pourquoi est-ce qu'il avait été là-bas, pourquoi est-ce que l'Inter l'avait pas gardé, etc. Il y avait des rumeurs, alors pas forcément d'intérêt concret, mais de Martin Satriano qui intéressait Marseille, qui intéressait ce genre de club-là. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et pour revenir sur l'absence d'options d'achat dans le deal, n'oublions pas que l'Inter a énormément de joueurs et ne serait pas forcément fermé l'année prochaine à renégocier, d'autant plus que le joueur a l'air de bien se sentir à Brest, de vouloir venir chez nous. Donc c'est pas impossible, c'est pas exclu que l'année prochaine, si la saison se passe bien, il y ait un deal qui se fasse entre les deux clubs. De toute façon, on va déjà essayer de profiter de lui cette année et puis d'essayer de se maintenir avec lui, et on va attendre avant de pleurer, parce que c'est déjà une excellente nouvelle qui soit arrivée. Et je vous rappelle aussi que l'année dernière, offensivement, on a recruté Albert Ellis, Tahiri Carconte. Je pense qu'on est quand même dans un autre calibre de joueur. Et Yann, t'as très bien fait de le dire en parlant de son but contre Reims, ses buts contre Troyes, le but à Montpellier qui est vraiment très très beau, techniquement, etc. Il y a très peu de joueurs de l'effectif, je pense, qui sont capables de mettre un but comme ça. Et en plus, il a une palette qui est importante. Je disais, en Italie, les buts qu'il a inscrits en Serie A, c'est des buts de la tête. Donc le mec s'est marqué de la tête. Le gars est capable de jouer pied droit, pied gauche. Il est hargneux. Bon, c'est tout ce qu'il nous faut à Brest. Et dernier point de mon côté là-dessus, tu l'as un peu dit en filigrane, Franche, mais quand c'était là-dessus, il a envie d'être là. Déjà qu'un prêt soit conclu aussitôt dans la saison, c'est assez rare, enfin dans la pré-saison. Et même, voilà, il aurait pu aller à Zagreb. On a entendu parler dans l'intérêt de Montpellier. Bon, on a des doutes, mais pourquoi pas. Et non, ce qui ressort, c'est qu'il a envie d'être là. C'est lui qui veut être à Brest. Voilà, on va pas trahir de secret, mais on parlait notamment avec son frère, donc, qui est présent sur les réseaux sociaux et qui a dit sans trop de détours que pour lui c'était la maison, c'était un retour à la maison, donc c'est bien. Un joueur qui a envie d'être là, surtout avec son style de jeu, c'est quand même très bon signe. Bah d'ailleurs, c'est la manière dont le club a communiqué sur son retour, c'était retour à la maison, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs assez surprenant que ce soit un joueur prêté qui soit annoncé comme ça, c'est un peu paradoxal, mais tant mieux. Et je pense qu'une des conditions de la réussite d'un prêt, c'est que le joueur se sente complètement investi. On a vu tellement de prêts où les joueurs, ou d'ailleurs Quentin, tu parlais de Jean-Lucas à juste titre, je pense, de joueurs qui sont prêtés contre leur gré, qui viennent traîner un petit peu les pattes, qui font quelques matchs, qui de toute façon savent qu'ils vont repartir et qui ne s'impliquent pas forcément totalement. Là, on n'a aucun doute déjà de prime abord sur l'implication de Martin Satriano. Le seul truc qui peut le faire flopper à Brest, ce serait éventuellement une blessure, ce qu'on lui souhaite pas, ou alors quelque chose un début de saison comme l'année dernière et le collectif qui marche pas du tout. Mais ça, j'ai pas envie d'y croire. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir un attaquant avec des pieds ici. Oui, oui, oui. Bah oui. Parce que ça ouvre quand même davantage de possibilités dans le jeu. Alors, si je me souviens bien, bon, il avait, je pense, des affinités avec Belaïli, hein, ça avait plutôt bien marché. C'est la demi-saison où Belaïli était plutôt bon. Avec Honora aussi, je crois qu'il avait pas mal d'affinités, que ce soit en dehors du terrain. Je crois qu'on les voyait pas mal célébrer ensemble. Et puis, à la fin des matchs, à la fin de la saison aussi. Je suis biaisé, mais j'ai envie de dire Del Castillo, parce que quand tu revois le but contre Reims, le voilà, j'allais venir. Voilà, c'est quelqu'un qui sait jouer au foot, qui aime le foot, qui aime toucher le ballon. Je pense que ça offre davantage de possibilités dans la fluidité du jeu, hein, moins de longs ballons peut-être. Si éventuellement on arrivait à jouer à deux devant, il y aurait peut-être un Satriano qui tournerait autour de Steve Mounier avec Le Doiron sur un côté, Del Castillo de l'autre, pourquoi pas. Voilà, ça offre davantage de possibilités parce que l'année dernière on ne pouvait pas jouer à deux attaquants. Ça a essayé avec Mounier et Slimani, mais ça ressemble au même type de joueur grossièrement. En tout cas, les centres de Del Castillo pour Satriano, on y pense déjà. On y pense en retrait. Mounier sera dans la surface, Satriano dans le petit arc de cercle devant la surface et les émotions. Non, l'abonnement qui a été rentabilisé avec ce transfert directement, parce qu'on sait qu'on va voir un joueur qui colle à Brest, qui colle à la mentalité brestoise
Et je pense que peut-être lui l'a senti aussi quand il est venu, que ça collait avec les gens, que ça collait avec la ville. Et il a dit en tout cas que le championnat français collait à ses qualités. Et je pense que la ville de Brest colle à sa personnalité. Donc ça a matché tout simplement. Après de là à le voir rester plus d'1 an, on sait qu'aussi qu'il avait prolongé son contrat avant son premier prêt à Brest. Et que je crois qu'il dure jusqu'en 2027, il me semble. Donc il y aura quand même pas mal si jamais ça marche, en tout cas cette saison, je pense que ce sera difficile, un peu comme Falogun pour Reims, ce sera difficile de le garder sans qu'il n'intéresse des clubs un peu plus huppés que le Stade Brestois. S'il nous fait une saison à la Falogun, je prends. Voilà ce que j'allais dire. Peut-être pour finir sur Martin Satriano, soyons un peu joueurs. Des pronostics sur la saison de Satriano, combien de buts ou pas décisif, sachant que l'an dernier, il y a quelqu'un au cours de cette table qui a dit que Fadiga serait le joueur jouant le plus. Hein. On le rappelle. Moi, le pronostic, je suis toujours très nul, mais je vais pas trop m'avancer. Je serais satisfait s'il arrive à dépasser la barre des 10 buts. Donc, je vais dire 10. Alors moi, de façon tout à fait... pas dans l'enthousiasme de l'arrivée. J'aime beaucoup le joueur, hein, mais 35 buts, ça me semble correct. Évidemment, s'il dépasse la barre du but par match, on sera tout à fait satisfait. Hein. Mais partons sur 30-35 buts d'abord et après on verra. De mon côté, Quentin, tu pourras dire quelque chose de plus sérieux si tu le souhaites, hein, même si tu le penses. Je vais partir sur on va dire 18-19 au cumulé, pas décisif, but. Donc peut-être 13 buts, 6 passes D, quelque chose comme ça. Pour tous les arguments donnés par Quentin juste avant. Et ouais, du coup, moi je vais revenir un peu plus sérieux. 30-35 buts, c'est pas mal. Et Jonas Martin alors? Jonas Martin, 30-35 passes décisives pour Martin Satriano? Bah déjà 30-35 matchs, ce serait pas mal. 30-35 minutes aussi on prend. Hein, ouais, non mais carrément. Sur la saison. Clairement, parce que puisque effectivement donc deuxième recrue du Stade Brestois cette saison, mais qui n'a très peu joué. Et c'est aussi pour une des raisons pour laquelle il se retrouve à Brest, qu'il intéressait des équipes un peu de style Brest, hein, avec des Metz, des Angers, voilà, des clubs, on va dire, de Ligue 1,5, comme Brest. Mais effectivement, il a très peu joué l'année dernière avec Lille, bien qu'il n'ait pas souvent été blessé, hein, finalement. Beaucoup juste de matchs sur le banc. Fanche, tu as suivi un peu, en tout cas tu as fait l'historique un peu de sa saison l'année dernière avec le LOSC. Oui, tout à fait. Alors sans trop revenir en détail sur la carrière de Jonas Martin, parce que je crois que Yann nous prépare un épisode totalement dédié à cela. Très rapidement, donc Jonas Martin, c'est une information qu'on a donnée d'ailleurs nous sur notre compte Twitter, et d'ailleurs dans la même minute après, l'équipe a d'ailleurs dégainé aussi un tweet en précisant donc la durée, ce serait 2 ans, et on a su plus tard lors d'un space de Mohamed donc Toubache que ce serait 1 an plus 1 année en option en cas de maintien. Donc à voir ce que le stade confirme. Peut-être que d'ailleurs l'information est sortie à l'heure où sort ce podcast. Si tel est le cas, on s'excuse. Donc Martin, c'est 33 ans aujourd'hui, 225 matchs de Ligue 1, 14 buts et 13 passes en tout depuis le début de sa carrière. Donc les 35 passes cette saison, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et juste l'année dernière, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 12 matchs en Ligue 1. Évidemment pas 12 matchs complets, hein. Il y a beaucoup de fois où c'était 1 ou 3 minutes. Mais c'est beaucoup de matchs sur le banc, c'était pas des absences sur blessure. Il a loupé 4 matchs uniquement sur blessure. Donc là il était sur le banc, sinon c'est juste le coach qui a décidé de pas s'en servir. Après c'est un joueur qui était dans une équipe qui jouait le haut de tableau, donc moi je suis content de récupérer à Brest, on en parlera après. Et par exemple son dernier match, c'est titulaire contre Marseille à la 36e journée, il a quand même joué 80 minutes. Donc je pense que le mec a encore des cannes, et s'il vient à Brest, c'est qu'il peut encore enchaîner les matchs, en tout cas je l'espère. Oui, en tout cas on l'a satisfait, Yann, de cette arrivée? En tout cas sur le papier. Plutôt oui, je vais expliquer juste après, c'est juste pour compléter sur Fanche. Déjà, encore une fois, très satisfait parce que c'est une recrue qui arrive en début de mercato. C'est très bien pour se préparer. Il a l'air plutôt affûté, toujours un peu motivé. Donc c'est très bien là-dessus. Je souhaitais quand même signaler le space effectivement évoqué par Fanche qui puait le seum quand même, c'était assez légendaire puisque Brest aurait volé le joueur à Angers. Bon, j'ai des doutes, on n'a pas l'histoire, peu importe. Et maintenant, sur le joueur même, j'ai finalement assez peu d'avis sur ses qualités sportives, techniques, mais par contre sur l'engagement mental et sur le fait que finalement on recrute quand même ce qui est, vous m'excuserez cette vulgarité, une nouvelle salope au milieu de terrain.
ça fait du bien. Enfin, quand on compare le milieu de terrain brestois il y a 2 ans, qui était peut-être le plus doux de Ligue 1, aujourd'hui, tu démarres le match potentiellement avec Pierre Lesmelou et Jonas Martin au milieu. Tu sais que l'équipe adverse va te détester, que tu vas te faire insulter toute la semaine par les supporters adverses. Mais c'est ce qu'il faut. Magnetti. Et tu rajoutes potentiellement Magnetti. Voilà, donc je suis très content au moins sur cet apport-là. Je pense que c'est un joueur qui a fait, on en a parlé avec Léo dans l'épisode qui sortira prochainement, qui a fait quand même des bonnes choses à Rennes, aussi des mauvaises. Tu n'enchaînes pas Rennes puis Lille sans raison. Et après, bon, tu ne te retrouves pas à Brest sans raison non plus, mais je suis assez confiant. Je pense que ce sera un homme solide. Après, j'espère en tout cas que techniquement, il est un peu meilleur que Belkebla. Je pense pas vraiment que ce soit le même type de joueur, un joueur un peu plus peut-être joueur justement, côté Jonas Martin, un peu plus offensif peut-être aussi, capable de, il me fait plutôt penser à Lesmelou plutôt que Belkebla, moi, quelqu'un avec une bonne frappe de balle, capable d'organiser un peu le jeu, style meneur de jeu un peu en retrait. Alors je sais pas où il en est physiquement. Pour moi, c'est pas un joueur très avec un volume de jeu hors du commun, on va dire. Mais au pire, ce sera un bon joueur de complément. Au pire, ce sera un joueur de niveau Ligue 1 avec une bonne expérience de la Ligue 1 qui pourra jouer, on va dire, une vingtaine de matchs titulaires et entrer sur les autres. C'est une très très bonne, on va dire, un très très bon remplaçant au pire. Si jamais ça marche, ce sera un titulaire indiscutable. Si ça marche pas, ça fera un bon remplaçant solide, viable au milieu de terrain. Et c'est un poste où on avait quand même besoin nécessaire de se renforcer. Et j'espère que c'est pas fini. Ouais, après Yann, tu dis il n'arrive pas à Brest par hasard, c'est sûr. Je pense qu'il y a aussi l'âge maintenant qui rentre en ligne de compte. À 33 ans, je pense un club européen va avoir du mal à miser sur un joueur qui a pas enchaîné les matchs l'année dernière. Et être à la relance à Brest, ça me semble pas être déconnant comme choix. Pareil, il arrive gratuit. Il a résilié son contrat à Lille ce week-end. Je vois très peu de risques financiers qui sont pris là-dessus aussi. Ça me semble être un choix quand même cohérent. On avait besoin de ce style de joueur, de ce style de joueur en termes de mentalité. J'ai pu échanger avec quelques Rennais également de mon côté hier, qui m'en disaient le plus grand bien humainement. Après, sur le terrain, ça reste à voir. Il faut voir, comme tu disais, Quentin, où est-ce qu'il en est physiquement. Ça fait presque 1 an qu'il n'a pas enchaîné les matchs. Et ça peut être compliqué. Mais bon, je suis également plutôt très satisfait de cette recrue. Et je complète juste statistiquement, Jonas Martin, c'est 61 cartons jaunes dans sa carrière. On peut peut-être atteindre la barre des 70 cette année avec Lesmelou à côté. Après, c'est aussi un peu dangereux. Il faut pas non plus que autant Lesmelou a pris 10. Au moins un carton rouge. Ah, rouge. Oui, non, pas 10. Le dernier match, c'était le dernier match où c'était contre Rennes, il me semble, où c'était très chaud aussi. Je pensais vraiment qu'il allait en prendre un. Il a pris un jaune assez rapidement. Et alors c'est un. On va dire c'est un art de passer à côté du second carton jaune. Il y a une limite à ne pas franchir, mais il faut quand même pas non plus jouer avec le feu, quoi. Parce que au final, si tu prends un rouge, c'est des points qui partent. C'est justement ce que j'allais te dire, 61 cartons jaunes, mais aucun carton rouge. Donc il sait mettre la limite, il maîtrise. Après, il y a une première atout. Oui, peut-être. Premier match, Brest 10 minutes, bim. C'est possible. Mais bon, 2 premières recrues déjà. C'est très bien. Et Kenny Lala qui prolonge pour 2 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises. Une bonne nouvelle, la défense a très bien marché avec Kenny Lala. Ça aurait été dommage de le perdre après 6 bons mois. Pareil, lui, au niveau de l'intensité qu'il a mis on parlait avec Satriano j'ai oublié le mot, dans son implication, pardon. Lui avait un contrat de 6 mois, avec pas d'option visiblement, puisque ça a dû être renégocié. Donc au final, il aurait pu rester pour 6 mois net, mais avec une application parfaite. Mais au final, l'histoire continue et on est content. On est content, voilà. N'est-ce pas, franchement, on est content. On est content pour Bien sûr.
pour Kenny-là, bien sûr. Je pense que on en a parlé un petit peu entre nous. Je pense que au regard des 6 mois qu'il a fait chez nous, j'avais regardé donc ses statistiques, 16 matchs disputés, 2 passes décisives, c'est tout à fait correct. Dans l'implication, il a stabilisé la défense. Il y a une défense avec Kenny Lala, une défense sans Kenny Lala l'année dernière, je pense. Je pense qu'il a aussi aidé certains à progresser, à prendre confiance en eux. Je sais pas si on doit mettre sur le compte de l'expérience de Kenny Lala le fait qu'un Lilian Brassier, par exemple, soit devenu plus serein derrière. J'imagine que ça a un lien. Je ne sais pas s'il est direct ou pas, mais en tout cas, ça a stabilisé cette défense. On a pris beaucoup moins de buts avec lui. Il apporte également offensivement. Et je pense qu'on n'aurait pas pu avoir mieux pour à ce prix-là, c'est-à-dire 0 €. Je vois mal qui on aurait pu prendre. Le gars connaît le club maintenant, il est intégré, il connaît l'effectif, il a l'air de s'y plaire, il a envie de rester. C'est aussi important. C'est comme pour Satriano, ces joueurs qui ne viennent pas à Brest par défaut, mais qui restent là dès le début de la préparation. Donc globalement, on va être très satisfait. C'est sur les 3 joueurs qui restent, hormis Couder, où je suis d'ailleurs également satisfait parce que je trouve que c'est certainement un très bon mec. Le mercato débute bien. Alors j'irai pas m'enflammer comme certains l'ont fait l'année dernière sur le mercato, mais je le trouve en tout cas plus cohérent cette année déjà, avec des joueurs qu'on connaît, des valeurs sûres et à des prix réduits. Effectivement, les prix sont tout à fait réduits. parce qu'il n'y a pas de sous. Donc, 1 € dans la caisse. Ça fait beaucoup de Denis Bain, mais il faut quand même saluer le travail de Grégory Lorenzi avec vraiment très peu de moyens. Parce que ça doit aussi être très énervant pour lui. Ah ouais, ça doit être agaçant. Ça fait 5 ans qu'il est là. Il a pu et en fait il a pu investir sur quelques joueurs avec des résultats plutôt variés aussi pour les joueurs les plus gros investissements. Mais c'est vrai que 5 ans après, il y a autant d'argent que quand il est arrivé. Ce qui est quand même pas bon signe pour le développement du club, même si évidemment on sait très bien en tant que suiveur du club qu'il y a eu des investissements, la pelouse, le centre d'entraînement, tous ces trucs comme ça. Mediapro. Mais oui, effectivement, il y a eu un gros coup de frein et ça doit être quand même très très énervant pour lui. J'imagine que, alors je sais pas s'il a eu des envies de départ ou pas, mais que ça doit aussi cogiter de son côté, parce que ça doit même sur Football Manager, quand t'as pas de sous pour recruter, c'est chiant. Donc en vrai, où t'as des enjeux 1000 fois supérieurs à un jeu vidéo, ça doit rendre zinzin. Et puis c'est bricolé avec des bouts de ficelle. C'est Greg MacGyver là, c'est plus Greg Lorenzi. Ça doit être vraiment très très dur. Et pourtant, il y a de l'argent qui rentre parce qu'il y a eu des ventes par les années précédentes. Chaque année, il y a eu son gros joueur et sa grosse rentrée d'argent. Il y a eu Perrault, il y a eu Fèvre, il y a eu Diallo. Et cette année, il y a eu Franco Nora. Donc ça fait quand même un petit pécule. Je ne sais pas qui sera le prochain. On en parlait parce qu'il faut tous les ans, il faut absolument vendre quelqu'un pour se sauver financièrement. Moi, je mise beaucoup sur Lilian Brassier, qui est jeune et qui a un potentiel à la revente, je pense, intéressant. Mais il va falloir que quelqu'un se révèle cette année parce que sinon, ça risque d'être compliqué l'été prochain. Et si on continue les prêts, c'est pas les prêts qui amèneront un actif hors du commun, quoi, avec une valeur marchande tout à fait folle. En tout cas, pas au Stade brestois. Ce sera peut-être une de nos futures recrues, puisque le mercato brestois n'est pas fini, en tout cas je l'espère. Alors la piste Max Johnson, peut-être, qui ressemble à une bonne idée, en tout cas sur le papier. Alors malheureusement, j'avoue avoir un peu de mal à faire confiance au Sun, même si c'est le Sun écossais qui a sorti l'info comme quoi Brest allait hijack le transfert de Max Johnston au Sturm Graz. Alors un petit une petite idée de ce qu'est le Sturm Graz a une excellente cellule de recrutement, recrute très très bien, recrute beaucoup de jeunes joueurs. Rasmus Højlund par exemple, le joueur de l'Atalanta, qui est voulu par bon nombre de très grands clubs européens après seulement 1 an à l'Atalanta, vient du Sturm Graz et c'est le style de joueur que le club autrichien recrute. Donc j'ai envie de dire que si on arrive à devancer le Sturm Graz sur une de ces pistes,
C'est bon signe déjà parce que on est plus attractif qu'un club qui joue la Coupe d'Europe et qui est le deuxième club assez largement en Autriche et qui aussi a une très bonne cellule de recrutement. Donc a priori, on serait éventuellement sur un bon joueur, gratuit lui aussi, puisqu'il n'a plus de contrat après la fin de son contrat au début juillet avec Motherwell. Sur le principe, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ce serait surtout qu'avec pas le licenciement, mais la fin de contrat anticipée et inattendue de Noah Fadiga, il manque une doublure à Kenny Lala, et l'idée ce serait effectivement de prendre un jeune joueur qui pourrait prendre la suite petit à petit d'un joueur plus expérimenté. Donc sur le principe, l'idée est bonne. Après, de là à ce qu'elle soit concrète, j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas? Moi, je peux pas me prononcer sur ce joueur parce que tout simplement, je l'ai jamais vu jouer. J'ai appris son nom dans la presse. Effectivement, c'est juste comme toi l'interrogation sur la source, la fiabilité de la source, qui me semble un petit peu fragile. Mais de toute façon, effectivement, et on peut peut-être ouvrir le débat avant de parler des autres rumeurs mercato. Il faudra un deuxième latéral puisque Kenny Lala est seul à ce poste actuellement et que on sait très bien que sur une saison, il faut que tu aies deux joueurs qui soient capables de jouer à ce poste-là. Alors c'est terrible pour Fadiga qui peut pas continuer à jouer en France. Et moi je voyais vraiment un potentiel. Alors peut-être pas au poste de latéral, mais peut-être un petit peu plus haut. Mais je trouve regrettable vraiment regrettable, et surtout pour lui, qu'il puisse pas continuer l'aventure à Brest. Je pense qu'une deuxième saison en Ligue 1 avec Lala pour l'accompagner lui aurait fait le plus grand bien. Donc c'est vraiment terrible pour lui. On lui souhaite évidemment d'aller le mieux possible. Mais c'est dommage c'est perdant là pour tout le monde, pour le club qui aussi perd certainement une opportunité à la revente. Et pour le joueur en premier lieu, bien sûr. Oui, on peut parler effectivement des postes à pourvoir en général. Sur le poste de latéral droit, est-ce que je fais de la provoque et du foutage de gueule si je dis qu'au pire, Christophe Herrel a déjà joué latéral droit? Au pire. Au pire. Après, au pire, il a déjà joué défenseur central aussi, apparemment. Oui, là, c'est vraiment au pire du pire, quoi. Non, plus sérieusement, en fait, là, aujourd'hui, compte tenu des moyens qu'on a et des besoins qu'on a, l'idéal, ça serait un défenseur qui puisse jouer des deux côtés, un latéral, puisqu'on a aussi besoin de quelqu'un à gauche. Donc, il n'y a pas énormément de joueurs latéraux qui peuvent jouer à droite et à gauche, qui peuvent être soit prêtés, qui peuvent être libres. Voilà. Il y avait Jean-Kévin Duverne. Eh oui, il y a notamment Jean-Kévin Duverne. Après, il faut quand même un latéral gauche titulaire, on va dire. Oui, alors et éventuellement un deuxième latéral gauche qui pourrait éventuellement aider à droite. Pour revenir sur Jean-Kévin Duverne, toi Quentin, parce qu'il y a plein de gens on avait fait un sondage, il y avait plus de 1000 votes, il y avait 87% de gens qui voulaient le retour de Jean-Kévin Duverne. Et toi, tu étais plutôt contre, et moi j'étais d'accord avec toi, mais parce que tu veux voir enfin un vrai latéral gauche, un gaucher à gauche qui soit capable de centrer l'année prochaine. Ouais, alors moi j'étais pas contre l'idée de voir Jean-Kévin Duverne rester. J'étais contre l'idée de continuer à mettre Jean-Kévin Duverne sur le côté gauche, et je crois que la seule solution c'était de le faire partir, parce que il faut vraiment un nouveau latéral gauche, quelqu'un qui puisse déborder et centrer, quelqu'un de fiable. Alors Jean-Kévin Duverne non, on peut pas dire qu'il était fiable. Ça dépendait des matchs en fait, dépendait des week-ends. Il y avait un week-end où il était fiable, l'autre où ça devenait Ronaldo, l'autre ensuite c'était catastrophique. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais oui, vraiment un gaucher qui puisse mettre des ballons dans la surface en première intention et pas devoir revenir sur son pied droit, parce que je pense que ça a quand même joué pas mal de tours l'année dernière, et c'était un peu énervant, et c'est pas contre Jean-Kévin Duverne, parce qu'il était là, il faisait de son mieux, notre ami Jean-Kévin. Mais oui, et je pense pas que Rosen soit suffisant pour une saison. En tout cas, c'est pas visiblement il a fait une bonne apparition contre Avranches. C'est lui qui récupère notamment le ballon sur le premier but. Mais j'ai du mal à le voir, en tout cas fiable sur une saison. Ça pourrait venir, on ne sait jamais. S'il venait à rester, ce qui n'est pas non plus une certitude. Mais il faudrait un latéral gaucher plutôt offensif
Et si Ronen revient, enfin si Ronen s'en va, pardon, un deuxième qui pourrait éventuellement dépanner à droite, si on lui demande. Et donc, qui pourrait être Jean-Kévin Duverne, selon toi, ou pas? Qui pourrait être Jean-Kévin Duverne si jamais il n'est pas titulaire à gauche. Très bien. C'est vrai, t'as raison. Mais ça n'a pas l'air non plus d'être l'idée, puisque il y a eu une négociation et on est le 17 juillet et il n'y a pas eu de bonne finalité aux négociations. Donc, non, de ce qu'on entend, c'est que Jean-Kévin Duverne est extrêmement gourmand dans ses demandes. Il a une prime aux enfants. C'est ça, il a 6 très enfants à nourrir. important. Mais je serais pas surpris en fait qu'en fin de mercato, si Jean-Kévin Duverne n'a rien, si Brest a toujours quelque chose à lui offrir, ça se passe sur les dernières heures, dernières journées. Voilà. C'est pas une info, c'est juste je serais pas surpris. En tout cas, c'est typiquement ce que le Stade Brestois ferait. Tout à fait. Il y a également eu la piste Bradley Loco, c'est ça, qui est sortie récemment. Mais là encore, ça avait l'air un petit peu flou. C'est l'équipe qui a lâché ça, comme quoi Brest n'avait pas voulu lever l'option d'achat à 1,5 million d'euros et voulait retrouver Bradley Loco, mais pour un montant moindre. Bon, c'est vrai que si t'as pas de sous et que tu lâches 1,5 million sur Bradley Loco, ça fait mal au fion. Donc je suis assez d'accord avec ça. Moins d'1 million d'euros, ça me semble correct. Et encore, il y a sûrement mieux ailleurs. Mais j'y crois pas du tout pour 2 raisons. La première, c'est que le message envoyé aux joueurs, ça lui donne quand même pas envie de rester. C'est Mathieu Baudemer qui expliquait qu'il voulait payer Rassoul Ndiaye parce que pour le joueur, c'est important de montrer qu'on le valorisait. Là, le message envoyé par Brest, c'est que on ne valorise quand même pas beaucoup. Donc, pas sûr qu'il ait envie de revenir. Et surtout, ce que ce même article de l'équipe disait, c'est qu'il y avait notamment une offre de Charlotte de 2 millions d'euros. Il y avait d'autres concurrents qui étaient prêts à s'aligner sur le 1,5 million. Voilà, Brest n'a pas les moyens, en tout cas n'a pas envie de les mettre. Je pense pas que ça se fera, tout simplement. Et a priori, pour moi, ce serait très bien comme ça, en tout cas. Oui, pareil. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a eu du Rassoul Ndiaye, donc qui vient de signer au Havre. Tout à fait. Faudrait éventuellement remplacer Honora. Je sais que remplacer nos joueurs qui partent pour des sommes importantes, c'est pas trop l'idée du Stade Brestois. Mais éventuellement, remplacer Franck Honora, ce serait une bonne idée. Parce éventuellement remplacer Ibrahima Diallo aussi. Ça fait 3 ans qu'on attend. On attend aussi finalement un remplaçant de Romain Perrault. Oui. Et un remplaçant de Romain Fèvre. On le salue, bien sûr. Donc, qui pour remplacer Franck Honora? Est-ce que vous avez des pistes, des idées? Parce qu'il n'y a eu aucune rumeur, on a juste entendu parler d'un ailier droit virevoltant. Mais ça, c'est le profil ciblé. Il y avait, alors, je vais vérifier avant de dire une bêtise pour voir s'il joue bien à droite. C'est Alan Virginius de Lille, qui on a pu discuter un peu avec des Lillois, qui disait que Alan Virginius était donc un jeune joueur, il est né en 2003, il a 20 ans, formé à Sochaux. Et qui donc évolue au LOSC aujourd'hui. Le LOSC chercherait à le prêter. C'est donc un joueur d'1m75, 65 kg, donc je pense qu'on est à peu près dans les carcans de Franck Honora aussi, joueur très vif, et qui par contre là serait encore une fois Quentin en prêt évidemment, et sans option d'achat je pense aussi. Il a joué 15 matchs en Ligue 1 l'année dernière, donc le gars il a quand même, à 20 ans c'est plutôt correct, il a marqué un but. Je pense qu'un club comme Brest serait un bon tremplin pour lui si Fonseca venait à ne pas compter sur lui entièrement l'année prochaine. Je pense qu'un club comme ça de Brest serait... Voilà. Donc moi, ce serait la piste que j'essaierais de creuser, c'est Alan Virginius. Je rajoute une piste que j'ai eue en discutant avec des amis parisiens. On ne sait pas si c'est juste intérêt ou quoi que ce soit, mais Paris souhaiterait prêter, avec option d'achat, Ismaël Garbi. Je ne sais pas s'il y a un intérêt de Brest, mais moi, ça me paraît pas déconnant, parce que c'est quelqu'un qui peut jouer à droite, à gauche et dans l'axe. Ouais, alors Garbi, il est encore plus jeune, c'est un 2004. Oui. Par rapport à Virginius, c'est un 2004. Il a joué quand même 6 matchs en Ligue 1 avec le PSG l'année dernière. C'est quand même très compliqué de pouvoir jouer quand tu es formé au PSG dans ce PSG-là. Moi, j'avais lu quelques informations sur lui, notamment RMC Sport qui a fait un papier là-dessus, sur quel avenir pour les jeunes. Et il était indiqué que pour donc Ethan Mbappé
Et pour Garbi, Luis Enrique voulait voir avant de trancher en faveur d'un éventuel départ. Mais je pense que le PSG serait pas fermé à un départ au moins en prêt de Garbi avec le nombre de recrues qu'ils ont accumulé. Et je pense que ça se fera peut-être plus tardivement ce genre de choses. Déjà, à mon avis, voir si Neymar reste, Mbappé reste, etc., etc., avant de s'occuper des jeunes, peut-être. Hein, mais autant Garbi que Virginius, c'est des pistes qui me plairaient plutôt bien. Et juste pour revenir sur le latéral gauche, on n'en a pas parlé, mais peut-être Colin Dagba du PSG aussi. Oui, alors là, moi, ça me plairait bien, dans le sens c'est un joueur milieu de tableau de Ligue 1 qui peut jouer à gauche et à droite. C'est pas un crack, hein, mais je pense que c'est fiable. Et puis ça rentre dans nos tarifs, je pense, en termes de prêt. Oui, bah du coup, j'ai demandé au collègue parisien, il m'a dit que 3 mars et un sneaker, ça devrait suffire. Tout à fait. Est-ce que vous avez une piste, toi, Quentin, pour remplacer Honora ? Écoute, non. Je sais quand même que alors c'est son agent qui a dû le proposer à beaucoup de clubs français, mais Daler Kouziaev, Eric Roy s'est renseigné sur le profil de Kouziaev. Il a signé au Havre depuis, donc j'imagine que le Havre et Brest n'ont pas été à Saint-Pétersbourg pour observer Kouziaev, donc j'imagine que c'est plutôt le joueur qui a demandé à son agent parce que généralement, en fait, les Russes, ils sont tellement bien payés chez eux qu'ils ne demandent pas à aller à l'étranger. Là, je pense que c'est le joueur qui a demandé à son agent de lui chercher un challenge un peu en France ou en Europe de l'Ouest. Un endroit où il n'y a pas la guerre déjà, peut-être ? C'est ça. Et donc Brest, il a été proposé à Brest aussi. Mais bon, je sais pas si Brest n'en a pas voulu. Hein, c'est un milieu central un peu polyvalent, bon joueur. Hein, mais généralement les Russes en Europe de l'Ouest, ça marche pas des masses. Donc je comprends l'idée de ne pas vouloir prendre ce risque-là. Et non, j'ai pas trop d'idées. De poste. Thibaut Pinot. En tout cas, il va être libre dans pas très longtemps. Donc si éventuellement il peut jouer les droits, il n'y a pas de souci. En tout cas, il a le coffre physique, ça c'est sûr. Ah oui, ce serait le nouveau Belkebla, je pense, sans problème. Il a les jambes. Il y a eu un autre recrutement, c'est celui de Seydou Ouassa, qui vient de Drancy, donc lui qui s'est engagé pour une saison. Son agent, c'est d'ailleurs Daniel Luboya, qui a certainement passé 1 an sur une île déserte, puisqu'il a plus de cheveux, mais une barbe longue comme Tom Hanks dans Seul au monde. Donc Seydou Ouassa, il a l'air immense, le mec. Enfin, c'est peut-être son agent qui est à côté. Ouais, 1m95, je crois. Ah oui, 1m95, c'est indiqué. 1m95, ouais. Immense, le garçon. Donc et c'est grand, 1m95. Bah, c'est beaucoup plus grand que moi, déjà. Moins que Victor Wembanyama. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même grand. C'est 2 cm de plus que Pascal Encorn, pour ceux qui connaissent. Gigantesque Pascal Encorn. Et que donc, le rouleur de la Jumbo, Marco Bizot. Ah bah... On pourrait peut-être revenir sur Marco Bizot après, mais ne nous égarons pas. Ce joueur-là, on nous a demandé ce qu'il venait pour l'équipe première ou l'équipe de R1 qui reprenait d'ailleurs aujourd'hui l'entraînement. C'est plutôt pour la R1 dans un premier temps, je pense. Oui, après, en fait, je sais pas trop pourquoi il signe là, parce qu'apparemment il y avait d'autres clubs intéressés. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre à quel moment le challenge R1, Road to N3, remonter en N3, est intéressant. Mais bon, si on arrive à recruter des jeunes joueurs à potentiel intéressant, ça veut dire qu'on fait des choses bien aussi quand même. Donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, en fait, cette descente en R1, elle fait mal parce que le différentiel R1 et Ligue 1 va être absolument gigantesque. Hein. Autant, je pense qu'il y a quelques clubs de N3 où tu as vraiment d'anciens joueurs qui sont passés dans les centres de formation, à Dinan, à Vitré, dans des clubs, les Pontifs, GSI Pontivy, Stade Pontivien. Autant là, tu vas jouer contre Guy Pavas à Renan. Bon. Est-ce que... C'est pas... Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas dans un stade où, pour les 19, c'est plus intéressant de rester jouer en 19 nat que jouer avec la réserve? Non, parce que je pense que tu joues quand même contre des adultes. Et le rythme doit être un peu plus... Alors, physiquement, ça doit être plus intéressant de jouer contre des adultes. Mais en fait, c'est le niveau technique qui va être un peu moins bon.
Et que donc tu vas devoir te mettre un peu au niveau et jouer un peu plus physique plutôt que essayer de poser ton jeu et pouvoir te développer, on va dire, techniquement. Mais c'est pour ça que je pense que l'idée de remonter en N3 doit être une priorité cette saison. Et j'espère que c'est le cas. En prenant compte, bien sûr, les erreurs qui ont été commises, parce qu'on c'est pas normal, on va dire, de descendre en R1 quand tu es une réserve de club professionnel. Donc il y a eu des erreurs qui ont été commises et il faudrait les corriger pour à la fois pour que ton club soit plus attractif au niveau des jeunes et aussi peut-être permettre plus facilement à des jeunes joueurs de trouver l'équipe professionnelle, parce que c'est ce qui manque, quand on voit les résultats des équipes de jeunes du Stade Brestois et le nombre assez restreint de joueurs qui passent professionnels et dans l'équipe du Stade Brestois, dans l'équipe première du Stade Brestois, puisqu'on voit notamment que quelqu'un comme Rafiki Saïd arrive à progresser ailleurs qu'au Stade Brestois et à faire une petite carrière qui démarre en tout cas plutôt sympathique. Là, il y a quelque chose qui va pas, et il faudrait essayer de mettre le doigt dessus, quoi. Oui, ou choper le numéro de son agent, parce que Rafiki Saïd, 1 million d'euros, c'est un braquage. Mais justement, tu parles des jeunes dans l'équipe première. On a commencé la pré-saison, premier match amical. Sauf erreur de ma part, on avait 2 jeunes Brestois formés à Brest, plus Tyrick Arconte, bon, voilà, qu'on rajoute. Ça fait 2, potentiellement 3, donc c'est Axel Camblan et Djibril Conté. C'est pas certain. Après, techniquement, il y a Yann Gaembok aussi qui est formé ici. Oui, c'est vrai. Bernard Chardonnay. C'est vrai. Et donc voilà, ils ont l'occasion de se montrer. Je sais pas si on va peut-être parler rapidement de la reprise, de ce qu'on a vu pour l'instant, parce que voilà, ça on peut le dire, mais on l'a vu, contrairement aux amicaux de la saison passée. Et on l'a bien vu, je crois. Alors moi, je l'ai pas vu parce que je travaillais, mais apparemment, on l'a bien vu. Mais c'est ça, on l'a bien vu, c'était très bien fait. Il y a des petits ralentis et tout, donc on a assez râlé dessus l'an dernier, on n'était pas les seuls, pour dire merci et bravo aux équipes du Stade Brestois qui ont bien diffusé le truc. C'était agréable à suivre. Oui, c'était très bien. On a râlé l'année dernière parce qu'on voyait rien. Et il faut quand même reconnaître que le travail est mieux fait. Et je trouve que de manière générale, la communication avec des petites vidéos qui nous sont... on a vu celle sur le nouveau stade et tout. Enfin, sur le stade. Ça me fait toujours rire ça, parce que j'ai l'impression que tous les ans, on nous repousse de 2 ans. Mais la vidéo était sympa. Il y a quand même des trucs qui sont... La vidéo sur le dernier match aussi, je crois, ou sur le départ de Belkebla, je sais plus, c'était plutôt cool aussi. Donc c'est bien, ça progresse à ce niveau-là aussi. Il y avait aussi 2 joueurs à l'essai, si je dis pas de bêtises, mon cher Yann. Je sais pas si tu peux parler. Oui, il y avait un Turc dont j'ai oublié le nom et un Amaury Lebeau, il me semble, qui jouait en D3 allemand l'année dernière, qui a fait une passe décisive, lui, d'ailleurs. Oui, le premier, c'était Souleymane Sebici, qui vient de l'équipe U19 de Trabzonspor, qui a des statistiques absolument démentielles avec les 19 de Trabzonspor, mais je vous invite à regarder un peu les résultats dans le championnat U19 turc, ça permet de relativiser. Il sera là normalement pour le prochain match également, en toute franchise. Il a joué à première mi-temps, je l'ai pas trouvé bon, mais vraiment pas du tout, je vois pas trop ce qu'il peut apporter. Et il y a aussi cette réalité, à 20 ans, tu es libéré par ton club, c'est rarement bon signe. On peut avoir une bonne surprise, mais c'est rarement bon signe. Donc c'est un milieu de terrain qui semble assez créatif, qui semble vouloir être créatif. Maintenant, il n'a pas pu montrer grand-chose face à une équipe d'avant, qui était quand même assez physique. Et l'autre, donc Samori Lebeau, on lui a pas fait de cadeau, puisque a priori c'est un ailier gauche, et on l'a mis latéral droit. Voilà, je ne saurais pas en dire plus. Mais ouais, passeur décisif, sur le premier but de Steve Mounier, si je dis pas de bêtises. Sur le deuxième. Le deuxième but, sur pardon. Le deuxième. Exactement, oui. Donc voilà, mais en fait c'est ça, on peut parler très rapidement de l'amical. Les jambes sont en train de se remettre en route, il n'y a rien de bien folichon, il n'y a rien de catastrophique non plus. Il y a Marco Bizot qui arrête déjà un penalty, mais en même temps il n'y avait pas penalty. Enfin voilà. Doublé de Martin, j'anticipe doublé de Martin de Steve Mounier. Qui n'a pas joué d'ailleurs. C'est bien pour sa confiance à Steve Mounier, oui. En attendant Martin Ciatriano. Martin qui n'a pas joué. Une des peut-être comment dire, les curiosités de cette rencontre, c'est la titularisation de Mathias Perelage au poste de latéral gauche. Alors outre le fait qu'il soit pas gaucher, moi je trouve pas ça déconnant. C'est là où il a explosé à Angers, c'est sa meilleure saison en Ligue 1. Moi, je crois que c'était piston, latéral droit. Je crois, Ouais, piston là, latéral, c'était modulable. Après,
Là, il est latéral dans une défense à 4. Je crois que c'était plutôt à 5 à Clermont. Moi, alors sur le profil, moi je trouve. Enfin, en tout cas, sur le profil du joueur, ça correspond à ses qualités, outre le fait bien sûr qu'il soit pas gaucher, ce qui m'exaspère un peu, mais c'est pas très grave. Éventuellement, tu vois, ça pourrait être la doublure de Canina là, en tant que couteau suisse général, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve pas ça déconnant de le voir latéral, quoi. Ça correspond, je trouve, plutôt à ses qualités. C'est vrai. Heureusement, Pep Serge Roy a trouvé la solution. Oui, Marco Bizot, donc prolongation, Fanche, pas prolongation. Alors, il y a une volonté du Stade Brestois de prolonger Marco Bizot, qui arrive en fin de contrat l'année prochaine. Il y a également une volonté de Brestonner. Une volonté farouche de Brestonner, effectivement, de prolonger Marco Bizot, qui évidemment est un gardien de grande qualité, mais il y a un rouleur. Il y a eu des soucis évidemment personnels sur lesquels on va pas revenir parce que ça ne regarde que lui, qui ont fait qu'il a hésité justement à rester à Brest et à demander à partir ou pas. Finalement, visiblement, ces soucis sont en train de se régler. Lui a reçu une offre de prolongation du club et il a fait une contre-offre, donc une contre-proposition. Et à l'heure actuelle, il n'a pas eu de réponse à cette contre-proposition. Donc pour l'instant, on se dirige vers un Marco Bizot qui poursuit l'aventure sans être prolongé. Reste à voir si ça se décante d'ici la fin du mercato ou pas. Mais pour l'instant, ce sera statu quo. Il est parti pour partir libre l'année prochaine, quoi. Peut-être un élément, justement, on l'évoque là-dessus. Est-ce que vous voyez d'autres départs dans l'effectif cet été ? Parce qu'il y avait l'interrogation Bizot, mais sinon, aujourd'hui, je pense que non. Il y a eu un bruit sur le Doiron qui intéresserait, même si je doute beaucoup de la source, Lecce en Italie. Je vois que comme joueur à qui pourrait être acheté et attractif, je vois que le Doiron, moi, Brassier, Charles, éventuellement. En tant qu'indésirable, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Après, Dembélé, moi, tu fais partir Dembélé, par contre, ça me dérange pas beaucoup. Mais non, je vois pas vraiment de joueur qui ait une valeur marchande intéressante pour Brest aujourd'hui, à moins que l'Arabie Saoudite pète un câble sur Christophe Herrel, auquel cas, allez-y les amis. Ou Steve Mounier, comme ça avait été reporté. Ouais, Steve Mounier, ouais. Steve Mounier qui intéresse visiblement l'Angleterre, et Steve Mounier comme Christophe Herrel, qui sont donc deux joueurs avec des gros salaires qui ont été recrutés justement à l'aune de la saison de Media Pro. Ils avaient donc eu un salaire qui était calculé sur les revenus évidemment que le club pensait tirer. Depuis, Mediapro a fait faillite. Enfin, en tout cas, la chaîne et le groupe a totalement disparu du paysage footballistique français. Les revenus sont moindres. Et donc, le club, en tout cas, de ce qu'on sait, c'est que le club n'est pas fermé à un départ de ces gros salaires dont font partie à la fois Steve Mounier et Christophe Herrel. Donc, s'il y a des opportunités pour ces deux joueurs-là, je pense qu'ils quitteront le Stade Brestois. Mais Steve Mounier n'a pas l'air de vouloir forcer un départ. C'est-à-dire, bon, déjà, il met un doublé, mais surtout, il change de numéro. Enfin, je pense que lui, il est pas contre l'idée de rester. Peut-être pas non plus contre l'idée de partir, mais pas contre l'idée de rester. Enfin, Christophe Herrel aussi a changé de numéro, mais c'est son téléphone. Donc voilà. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, juste la préparation continue, bien sûr. Et oui, Quentin, tu dis que la préparation continue. Continue avec un match contre Concarneau samedi à Plouvorne. Le pré-match de championnat sera donc lui le week-end du 13 août contre Lens à domicile. On ne connaît pas encore la date parce que la LFP est une ligue gouvernée par des en vacances. Ils sont en vacances. Concernant le nouveau maillot du Stade Brestois, l'année dernière, il était tombé le 27 juillet, le maillot domicile. Donc, il va falloir patienter encore un petit peu avant de voir ce qu'Adidas nous a réservé comme daube. Et voilà. Et voilà, je crois qu'on a fait globalement le tour. On a été globalement complet, je pense. Et si sur les pistes, moi je mets en piste également, je l'avais noté et j'ai oublié de le dire en latéral gauche, Amavi. Je pense à Amavi. Tu es libre de faire ce que tu veux. Voilà. Non, mais on sait qu'il avait été approché l'hiver dernier. Là, il est mis dans le loft marseillais. Marseille ne compte pas dessus. On commence un peu à comprendre comment fonctionne Lorenzi. Il met des hameçons. Parfois ça mord, parfois ça mord pas. Et quand ça mord pas, il revient. Et surtout quand le poisson est à moitié mort, il... Est-ce que tu veux dire que Jordan Amavi, c'est Magikarp ?
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le joueur est en difficulté dans son club, il sort d'une saison très difficile en Espagne. Et je imagine bien Lorenzi retenter sa chance si le joueur a la volonté de venir à Brest et de rester en Ligue 1. N'oublions pas qu'il n'y a plus que 18 clubs de Ligue 1, donc les joueurs, c'est un peu plus chaud pour eux aussi, hein, s'ils veulent pas finir à Bordeaux ou à Rodez. Ou à Guingamp. Oh mon Dieu. Je l'ai pas entendu comme ça. Franche, tu penses à Jordan Amavi, moi je pense à l'Arkea Arena. Ah oui, l'Arkea Arena, bien sûr. 1 million d'euros par an, hein, il me semble. Est-ce que si c'est l'Arkea Arena, elle sera inaugurée par Jean-Michel Larquet? Non, il faut arrêter. Oui. S'il n'est pas mort d'ici là, peut-être. Ah bah, déjà que moi j'espère être en vie, alors. Jean-Michel, rien n'est moins sûr. Non mais oui, t'as raison de parler de ça. Mais, par contre, on avait eu ce débat entre nous et j'ai réfléchi depuis, j'ai pas trouvé. Comment on va dire on va au stade, enfin aujourd'hui on dit on va à Leblé. Est-ce qu'on va dire on va à l'Arkea? Est-ce qu'on va dire on va à l'Arena, sachant que tu sais pas si c'est la salle de sport ou si c'est le bar ou si c'est le stade. Enfin, faudra creuser là-dessus. Hein. On dira pendant encore très longtemps on va à Leblé, je pense. Mais on dira on y va au stade, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? J'aurais aimé qu'on puisse dire qu'on va à l'Armoricaine. Ouais, mais comme ils ont mis ça déjà comme le nom, comme pour le centre. Ouais, c'est dommage. Vous d'ailleurs, tiens, débat intéressant. Vous auriez mis quoi? Si on met à part le naming, vous devez nommer donner un nom au nouveau stade. Vous mettez quoi comme nom? Alors, j'ai pas réfléchi à la question. C'est un petit peu peut-être brutal de vous la poser comme ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Le stade Brest-Tonnerre, tout simplement. Avec beaucoup d'humilité. Non, mais ça va être difficile. Un indice sur Football Manager, c'est le stade Drago-Vabec. Systématiquement. Ah ouais, mais voilà. Moi j'avais le stade de l'Armoricaine à un moment donné sur Football Manager. Le stade du bout du monde ou un truc du genre. Et pourquoi pas le stade Abel Khaled? Au Youssef Belaïdi. J'espère que les toilettes seront propres. Hein. Ah non, par contre, on aura une tribune Lilian Brassier quand le transfert de Lilian Brassier aura permis de payer une tribune. Estadio de la Courgetta. The Courgette Stadium, bien sûr. Je crois qu'on a fait. Il faut arrêter, je crois. Il faut arrêter. Très bon premier épisode de la saison 5. Ça part sur de très bonnes bases. Oui, trop bonne base peut-être. Mais on va s'arrêter là peut-être pour cette heure de podcast, la première donc de la saison. On va se retrouver très rapidement avant le début de saison, on l'espère. Oui. Pour au moins présenter la saison, nos attentes, nos pronostics évidemment, toujours attendus, puisque qu'est-ce qui ne se passera pas qu'est-ce qui va annoncer qui va se passer, mais qui ne se passera pas, ce sera nos pronostics bien sûr. Ouais, bien sûr. N'est-ce pas Yann? N'est-ce pas tous, n'est-ce pas moi, n'est-ce pas Franche? Mais pour l'instant c'est terminé. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances évidemment. Bon courage à tous ceux qui travaillent sous cette chaleur caniculaire brestoise, bien sûr. Et à très vite sur Brest-Tonnerre. Et bien sûr, on continue, ça ne change pas. Allez Brest!